Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Fin du suspense au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé ce lundi 3 juillet qu'il ne briguera pas de troisième mandat en 2024. Alors quel effet cette annonce a-t-elle eu dans les rues de Dakar après des mois de tensions sociales et politiques? Éléments de réponse dans cette édition. La première édition du forum Infra for Africa et de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires d'Africa 50 s'est clôturée ce 4 juillet à Lomé. Pendant 2 jours, la capitale togolaise a accueilli cet événement axé sur le financement des infrastructures en Afrique, sous le haut patronage du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Et la Coupe du monde féminine de football débutera le 20 juillet prochain. En Australie et en Nouvelle-Zélande, 4 sélections africaines au profil très différent prendront part à cette compétition. Analyse à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, les combats se poursuivent au Soudan. Des tirs d'artillerie lourde ont secoué Khartoum ce lundi 3 juillet. Alors que plusieurs millions de civils sont encore bloqués dans la capitale, privés d'eau et d'électricité, avec des réserves de vivres quasiment à sec. Il faut noter que cette guerre de pouvoir entre le général Al-Bourhan et le général Hemeti a franchi un autre cap. Le 27 juin, l'armée régulière a lancé un appel à l'enrôlement visant des combattants volontaires. L'armement des civils est une question qui plongerait le pays dans une véritable guerre civile. Pays en proie à une crise humanitaire depuis le 15 avril dernier, avec près de 3000 morts et 2,8 millions de déplacés et réfugiés selon l'ONU. Également dans l'actualité, l'homme fort de l'Est libyen lance un ultimatum. Le maréchal Khalifa Haftar a annoncé ce lundi devant les officiers de son armée réunis à son quartier général, Rajma, vouloir une répartition plus équitable des revenus pétroliers et ce, avant la fin du mois d'août. L'homme fort de l'Est libyen souhaite la création d'une haute commission chargée de mettre en place les dispositions financières en vue d'une gestion des fonds publics, sans quoi des mesures seraient prises, sans donner plus de précision. Rappelons que depuis mars 2022, 2 gouvernements se disputent le pouvoir en Libye. L'un installé à l'ouest, à Tripoli, dirigé par Abdelhamid Beba, est reconnu par l'ONU, et l'autre à l'est, dirigé par Fathi Bashara, soutenu par le maréchal Khalifa Haftar. Le chef de l'État sénégalais a mis fin au suspense. Le président Macky Sall a annoncé ce lundi 3 juillet qu'il ne briguera pas de troisième mandat en 2024, tout en précisant que la Constitution le lui permettait. Une annonce accueillie avec soulagement après des mois de violences sociales et politiques dans le pays, même si de nombreuses questions demeurent. Les explications de Cheikh Omar Kamara. Sa candidature était redoutée par une partie de l'opinion nationale, notamment les partis d'opposition qui l'a jugée inconstitutionnelle. Ce lundi 3 juillet, le président sénégalais a mis fin à un long suspense qui devrait décrisper le climat politique dans le pays. Lors d'une adresse à la nation, Macky Sall a déclaré qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat lors de la présidentielle de février 2024. Dans les rues apaisées de Dakar, les populations sont unanimes sur la portée symbolique de ce renoncement. Donc, comme il a eu la sagesse vraiment de renoncer, je suis très heureux et je le félicite parce que ça ne fait que le grandir, vraiment. Donc, les troisième mandats ont créé beaucoup de problèmes en Afrique, notamment aux pays qui nous entourent. On a vu comment ça se passe. Personne ne s'attendait à cette décision, moi personnellement. Que Dieu le protège, parce que cela a permis d'instaurer la paix et la stabilité dans le pays. Il a fait ses preuves et nous lui souhaitons une meilleure carrière pour la suite. Arrivé au pouvoir en 2012 pour un mandat de 7 ans, le président Macky Sall a mis en place un vaste programme d'infrastructures détaillé dans le plan Sénégal émergent, véritable boussole de l'action publique. Sa réélection en 2019 lui octroie un nouveau mandat de 5 ans, nouvelle durée validée dans le cadre d'une révision constitutionnelle en 2016. Vraiment, son Excellence, M. Macky Sall, sa déclaration d'hier, c'était vraiment une excellente déclaration et il a posé un acte de bravoure, un acte symbolique et historique qu'il faut saluer. Parce que vraiment,
on a besoin de ces arts d'actes. Il a respecté l'esprit de la Constitution. Et la Constitution nous dit que nul ne peut exercer 2 mandats consécutifs. Et nous sommes dans une ère où on a vraiment besoin de la paix, de la stabilité. La déclaration de Macky Sall met ainsi fin à des mois, voire plusieurs années de suspense et déjoue tous les pronostics qui le voyaient concourir une 3e fois, mais pour un second quinquennat. Son renoncement et la situation judiciaire de l'opposant Ousmane Sonko, qui pourrait disqualifier ce dernier à la présidentielle, relance les débats sur les profils des candidatures à la présidentielle 2024. Restons au Sénégal où le gouvernement met un point d'honneur depuis plusieurs années à voir éclore l'émancipation des femmes. Entre accès à l'éducation et instauration de droits politiques, plusieurs plans stratégiques ont été lancés en faveur de l'inclusion des femmes dans le processus de développement du pays réputé comme un modèle démocratique à suivre en Afrique de l'Ouest. On fait le point avec Marcel Kouassi. Au Sénégal, l'émancipation et l'inclusion des femmes font partie des défis majeurs au processus de développement de cet État ouest-africain. Ces dernières années, le Sénégal a réalisé des progrès majeurs dans l'élargissement de l'accès des femmes à l'éducation. Selon les statistiques, le taux d'achèvement chez les filles a augmenté à 65%, contre 55% chez les garçons sur la période 2016-2020. Selon l'ex-première ministre du Sénégal, l'émancipation des femmes au Sénégal passe inévitablement par l'éducation. Je prends un pays comme le mien, le Sénégal. À l'examen d'entrée en 6e cette année et depuis 2 ans, il y a plus de filles qui passent le concours d'entrée en 6e que de garçons. Pourtant, il y a autant de garçons que de filles dans le pays. C'est extraordinaire parce que moi, quand je commençais l'école, je crois que les filles étaient scolarisées peut-être à 20%. Et qu'aujourd'hui, elles constituent plus de la moitié des effectifs, ça veut dire que beaucoup de progrès ont été faits, notamment au niveau des mentalités, au niveau des infrastructures, etc. Et ça, c'est un progrès fondamental, parce que je considère que l'émancipation commence par l'éducation. C'est très, très important. Concernant les droits politiques des femmes au Sénégal, des avancées ont été faites, situant ainsi le nombre de femmes élues au Parlement sénégalais à 48% en 2022, contre 22% en 2009. L'ex-première ministre apporte des précisions. Au Sénégal, tous les postes électifs de droits et d'obligations, c'est du 50%, 50%. À l'Assemblée nationale, les femmes sénégalaises représentent 48%, parce qu'il y a des partis qui ont eu seulement un seul député, et généralement c'est un homme. Il reste le grand... Bon, et d'ailleurs, il faut également avancer vers la parité sur les postes nominatifs. Parce qu'autant le Sénégal, vous avez une parité à l'Assemblée nationale sur les postes élus parce que c'est une exigence de la loi, autant malheureusement dans le dernier gouvernement, la portion et la proportion des femmes s'est effondrée. Donc il faut une loi qui rende obligatoire que le gouvernement soit fait à 50% de femmes, 50% d'hommes, et que pour tous les postes nominatifs, que ce soit le cas dans les conseils d'administration, etc. Ça, c'est important et c'est la loi qui peut le fixer. Donc, même dans ce domaine-là, de la participation, il y a des progrès à faire. Depuis son accès à l'indépendance, le Sénégal se veut être un État dans lequel l'égalité hommes et femmes est codifiée, un État dans lequel les valeurs démocratiques telles que la liberté d'expression, l'égalité de chance, l'égal accès aux emplois civils et militaires, l'égal accès aux besoins fondamentaux prennent en compte l'aspect de ces libertés associées aux femmes. Le Gabon et la Centrafrique sont liés par un nouveau partenariat militaire. Les ministres respectifs de la défense des 2 pays ont signé le 1er juillet à Libreville un accord de coopération porté sur la sécurité et la stabilité de la région. C'était en marge de la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. En marge de la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission économique des États de l'Afrique centrale, tenue à Libreville au Gabon le 1er juillet 2023, les ministres de la Défense du Gabon félicités Ongouri Ngoubili et de la République centrafricaine Ramo-Claude Biro ont signé un accord de coopération militaire. Cet accord vise à renforcer les capacités des forces armées des 2 pays et à favoriser une coopération étroite en matière de sécurité régionale.
Lorsque nous avons des frontières voisines, lorsque nous sommes des pays voisins et lorsque nous appartenons à la même sous-région, évidemment, on a intérêt d'abord à commencer par coopérer pour protéger l'un comme l'autre parce que les frontières sont voisines et nous partageons les mêmes réalités. D'après le classement 2023 des puissances militaires mondiales établi par le Global Firepower, site américain spécialisé dans les questions de la défense, le Gabon et la Centrafrique font partie des 135 puissances militaires modernes dans le monde. Ainsi, cette coopération est initiée afin de permettre aux deux pays de se soutenir en ce qui concerne la défense de leurs deux pays respectifs. Cet accord intervient d'ailleurs après plusieurs mois de négociations. Ça aura un impact, ça aura une incidence positive. Et ça, c'est ce que nous souhaitons sur la stabilité, la sécurité dans la sous-région CEMAC et surtout pour ces pays-là en particulier. Selon les autorités gabonaises, cet accord de coopération militaire entre le Gabon et la République centrafricaine ouvre la voie à une collaboration renforcée dans le domaine de la défense, incluant des échanges d'expertise, de formations conjointes ainsi que des opérations et exercices militaires communs. Pour la présidence centrafricaine, cet accord avec le Gabon vient renforcer les rapports et témoigne de l'engagement des deux nations à promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région. La capitale togolaise Lomé a accueilli les 3 et 4 juillet la première édition du forum Infra-For Africa et de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires d'Africa 50, un événement axé sur le financement des infrastructures en Afrique qui se présente comme l'une des problématiques majeures de développement du continent. Les précisions de notre envoyé spécial à Lomé, Lefty Ounou. Engagé pour développer les projets bancables, financer les infrastructures et mobiliser les capitaux en Afrique, la plateforme panafricaine d'investissement Africa 50 a tenu le premier forum Infra pour l'Afrique à Lomé au Togo le 3 juillet 2023. Cet événement qui s'est déroulé en présence du président de la République Foyeso-Zimina Yasingbe a été marqué par la signature de plusieurs protocoles d'accord, notamment ceux du projet Lomé-Palimé et du Fonds d'accélération pour les infrastructures d'Africa 50. En Afrique plus qu'ailleurs, les besoins d'infrastructures sont considérables et les chiffres, même très approximatifs, sont impressionnants. Ainsi, il faudrait investir annuellement plus de 100 milliards de dollars. Au Togo, la question des infrastructures est au cœur de la feuille de route du gouvernement. En vue de la première clôture du Fonds d'accélération pour les infrastructures d'Africa 50, des investisseurs africains et internationaux ont signé des accords de souscription d'actions et des lettres d'intention pour engager des capitaux dans le fonds. Créé pour capitaliser de nouveaux flux d'investissement dans le développement d'infrastructures, 17 investisseurs institutionnels africains ont approuvé le fonds. La Banque africaine de développement a investi 20 millions de dollars dans le fonds. Le travail stratégique en cours est facilité par le déploiement des fonds d'accélération des infrastructures en Afrique d'une valeur de 500 millions de dollars, première plateforme d'infrastructure à véhicule d'investissement privé lancée par Africa 50. L'équipe complète de fonds est en place et elle est déjà en train d'assurer le financement de ces investissements. À noter que le Fonds d'accélération pour les infrastructures Africa 50 constitue un fonds de capital investissement pour les infrastructures d'une durée de 12 ans qui mobilise des capitaux institutionnels à grande échelle et à long terme auprès d'institutions africaines et internationales. Pour combler le déficit d'infrastructures en Afrique, l'institution Africa 50 entend investir dans la construction d'infrastructures vertes et verdir celles existantes. La Coupe du monde féminine de football débutera dans quelques jours en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le continent africain y sera représenté par 4 nations qui sont le Maroc, la Zambie, le Nigeria et l'Afrique du Sud, des pays au profil différent que notre journaliste sportif José Douglas a analysé pour nous. Une Coupe du monde féminine de football qui aura lieu du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nous allons voir ensemble quelles sont les chances de nos équipes. D'abord, le Nigeria, pensionnaire du groupe B avec l'Australie, le Canada et l'Irlande. Le Nigeria qui a remporté la CAN féminine à 11 reprises en 13 éditions depuis 1991. Les Nigérianes n'ont jamais raté la Coupe du monde et totalisent donc 9 participations en 2023.
C'est la seule équipe africaine à avoir accédé au quart de finale de la compétition mondiale en 1999. Les Super Falcons compteront sur leurs stars comme Rachida Ajibade ou encore Aziza Oshoala. La Zambie figure dans le groupe C avec Costa Rica, Japon et Espagne. Une première pour la Zambie et pour y parvenir, les Cooper Queens ont affronté le Sénégal en quart de finale. Elles ont dû passer par les tirs au but pour l'emporter. Les Zambiennes compteront sur Avel Chitundu pour aller le plus loin possible dans la compétition. Par la grâce de Dieu, j'ai un rêve qui se réalise. Je n'imagine même pas dans quel état doivent être mes parents restés au pays. Je pense qu'ils sont si fiers de nous, comme nous le sommes de nous-mêmes. Le groupe D avec l'Afrique du Sud qui aura comme adversaire l'Argentine, l'Italie, la Suède et disputera sa deuxième Coupe du Monde après France 2019 où elle n'a pas passé la phase de groupe. Le Maroc à présent dans le groupe H avec la Colombie, l'Allemagne, la Corée du Sud, le Maroc pays hôte de la dernière CAN. Avec ses 4 victoires en 4 matchs, première participation à cette Coupe du Monde féminine. Et les filles entraînées par Reynal Pedros depuis 2021 misons tout sur Chislan Chebak, une des grandes révélations de l'équipe. Le Maroc est une terre de foot, c'est une certitude. Ça a longtemps été une terre de foot pour le foot masculin. Il faut que ça le devienne pour le foot féminin. L'objectif, c'est de pérenniser le football féminin. Si on arrive à avoir l'équipe du Maroc régulièrement à la CAN et à la Coupe du Monde, je pense que ce sera une réussite. Enfin, sachez que le titre de champion du monde féminin de football est détenu par les États-Unis depuis 2015. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.